même sûrement n'est pas très bien rémunéré, puisque l'histoire dit qu'il était moins bien rémunéré au début, en tout cas, que son professeur, mais pour l'année 1595, il annonce, d'une part, une vague de froid particulièrement sévère. Il faut se rappeler que historiquement, c'est bien documenté, il y a une période où il a durablement fait froid, mais là c'est juste occasionnel. Et puis il a prédit une invasion par les Turcs. Et les deux se sont réalisés. Et ça lui a valu beaucoup plus de notoriété que ses élucubrations sur la théorie de Copernic ou la théorie de Ptolémée, en tout cas dans un public large. Alors Kepler, homme de son temps, il est pénétré du lien entre la foi chrétienne, Dieu, la nature et la simplicité de la nature, l'harmonie de la nature. Et cette notion d'harmonie de l'univers l'imprégnait très fort. Il faisait d'ailleurs un lien aussi entre l'harmonie de l'univers et l'harmonie des sons, c'est-à-dire la musique. Il a cherché beaucoup dans ce domaine-là, je ne vous en parlerai pas plus là-dessus, mais l'un des critères de l'harmonie, pour lui, dans l'univers, c'était les positions relatives et les mouvements des planètes. Donc nous avons là une clé assez forte, je pense, sur sa motivation. Alors il est persuadé qu'une partie très profonde de notre être c'est la totalité de la personne, est influencée par la musique astronomique. Et la musique astronomique, ce sont ces mouvements des planètes, un petit peu comme le mouvement de la corde, du luth, de la viole, etc. Cette passion pour la vision harmonieuse du monde, eh bien, elle est fondée, là encore, à cause de la culture vaste qu'il a acquise, sur des éléments de nature différente. Physique, philosophie, astronomie, musique, politique, mathématiques. Alors, nous arrivons au début de l'été 1595. Kepler est devant ses étudiants, et si on peut le dire aujourd'hui, c'est parce que lui-même l'a écrit de façon très détaillée dans ses ouvrages, et il a une idée. Il a une idée précise qui se supplante dans sa tête à une autre qu'il avait lue antérieurement. Il voulait faire un lien entre les tailles des orbites des planètes. Et son idée initiale, c'était d'établir, d'utiliser les polygones réguliers inscrits dans le cercle. Mais très vite, il se dit, je ne vois pas comment gérer cette hypothèse parce que j'ai 6 planètes, mais des polygones réguliers inscrits dans un cercle, il y en a une infinité. 3, 4, 5, 6, vous faites défiler les nombres entiers. Et ce jour-là, le 9 juillet 1595, eh bien, il se dit, il y a 6 planètes et il y a 5 polyèdres réguliers. Et un polyèdre régulier, vous en avez la représentation sur cette image, c'est un objet qui a des sommets et qui a des faces. Par les sommets, on peut faire passer une sphère. Avec un tétraèdre, quel que soit le tétraèdre, on peut toujours passer une sphère. Mais avec un octaèdre quelconque, mais avec un octaèdre régulier, oui, les 6 sommets d'un octaèdre régulier se placent sur une sphère, de même que les 12 sommets d'un icosèdre régulier, les 8 sommets du cube et les 20 sommets du dodécaèdre régulier. Alors, il se dit à ce moment-là, eh bien voilà, il y a un certain nombre de possibilités consistant à avoir la planète la plus proche du Soleil, Mercure, dont l'orbite parcourt une sphère, qui pense circulaire à ce moment-là, parcourt une sphère. Cette sphère est inscrite dans un polyèdre, tel que je viens de le dire, donc la sphère touche les faces. Il y a une sphère circonscrite au polyèdre qui passe par les sommets, et cette sphère circonscrite est elle-même inscrite dans le polyèdre suivant de la série. Et ensuite, c'est de la combinatoire, on n'en a que 5,
donc il y a un nombre de cas finis à regarder. Il avait une idée des distances relatives. D'après les observations, il a essayé les combinaisons. Il a fini par proposer un système qui n'était pas parfait. Il a triché un petit peu, mais il en était content. Il en était même tellement content qu'il pensait que c'était une très grande idée et que ça forme une bonne partie de la matière de ce livre Mysterium Cosmographicum. Et il a tenu cela pour une grande découverte, et en même temps, dans ce même livre, alors il a été le premier sur le continent européen à écrire, à mettre en valeur la supériorité du système de Copernic sur le système de Ptolémée. Et il fut le premier astronome professionnel à le faire. Il y avait deux Britanniques qui avaient écrit dans le même sens, mais je ne crois pas qu'ils fussent ni l'un ni l'autre des professionnels de l'astronomie. Et puis, autre idée qui est très marquante pour Kepler et qui là marque une rupture, non pas seulement avec Copernic, mais avec tous les astronomes depuis l'Antiquité, qui était de passer d'une astronomie de position, puisqu'après tout on visait des astres, des alidades, à une astrophysique, c'est-à-dire, il y a un mot physique dedans, quelles sont les forces, quelle est la nature des objets qui brillent et que l'on regarde, recherche des causes des phénomènes. Alors, même s'il n'y a pas encore de découverte majeure, il y a une volonté, une intention qui tranche complètement avec ce qui précède. Alors, ce que Kepler remarque aussi, c'est que le système de Copernic fait quelque chose de qualitatif, parce que dans les calculs quantitatifs de Copernic, c'est d'une lourdeur incroyable, comme pour Ptolémée, mais qualitativement, il y a une supériorité du système de Copernic sur le système de Ptolémée qui est évidente pour un esprit moderne, c'est qu'il explique ce que l'on appelle le mouvement rétrograde des planètes. Alors ça, je vous montrerai en fin de présentation, parce que malheureusement, mon image n'est pas au bon endroit dans la présentation, mais l'idée, vous allez la comprendre dès maintenant, avant qu'il y ait la représentation, c'est que les planètes, par rapport à la voûte étoilée, paraissent voyager dans les planètes supérieures dans le même sens, continuellement, ce qu'elles font en général. Ah oui, mais il y a des exceptions où elles font une marche arrière et où elles repartent en marche avant. Et cela, ça s'explique très bien quand on considère que le mouvement apparent d'une planète par rapport à la Terre est la combinaison de deux mouvements, celui de la planète par rapport au Soleil et celui de la Terre par rapport au Soleil. Donc, selon Kepler, Copernic est à Ptolémée ce que la réalité est à l'apparence. Alors, je fais une brève parenthèse chronologique en pensant à Galilée, dont je vais parler un petit peu après. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Galilée n'a pas encore eu les ennuis que l'on connaît. Voilà un astronome tout jeune encore, certainement inconnu de l'Église catholique à Rome, puisqu'il n'est pas catholique, pas en terre catholique, ou plutôt pas en permanence, qui dit quelque chose qui va beaucoup déranger l'Église catholique ensuite. Une subtilité maintenant. Copernic avait mis au centre, non pas strictement le Soleil, mais le centre de l'orbite terrestre. Et Kepler s'en démarque. Mais là, c'est subtil. Il s'en démarque en disant non, non, c'est bel et bien le Soleil lui-même que je mets au centre, parce que le Soleil, ce n'est pas un point virtuel, c'est un astre. Il exerce une force, il fait quelque chose sur son voisinage, comme c'est bien lui que je mets au centre. Il attribue au Soleil une vertu, c'est le mot qu'il emploie, enfin, le mot français équivalent à celui qu'il emploie en latin, qui induit le mouvement des planètes, et cette vertu s'affaiblit avec la distance. Et là, il fait une hypothèse qui malheureusement est fausse, mais n'empêche qu'il est le premier à la faire. Il est convaincu que les vitesses des planètes sont inversement proportionnelles aux distances entre ces planètes et le Soleil.
Alors, c'est facile de critiquer 400 ou 500 ans après, mais il a au moins une hypothèse qualitative. Et on chercherait ça en vain dans les écrits de ses prédécesseurs. Et puis, j'ai personnellement une admiration pour Kepler d'un autre point de vue, c'est que même s'il est très disert, bavard, embrouillé, des retours en arrière sur ses états d'âme, sur ses difficultés, eh bien, il a un sens de la communication tout à fait clair. Il envoie à ses frères, si j'ai bien compris, des exemplaires de son Mysterium Cosmographicum à des astronomes en place, comme Galilée et Tycho Brahe. Et au moment où il le fait, il ne se sait pas encore que ce sera absolument décisif pour la suite de sa carrière. Et s'il ne l'avait pas fait, peut-être qu'on n'aurait plus jamais parlé de Kepler, parce que la suite de son aventure aurait été différente et il aurait pu mourir misérablement en ayant simplement cherché à survivre. Ça, je fantasme, mais on peut l'imaginer. Donc voilà, il publie son livre, il l'envoie. Alors, en l'an de grâce 1597, il écrit une lettre, il envoie donc son livre à Galilée, et Galilée lui répond. Et je vais vous lire un extrait de la réponse de Galilée à Kepler, parce que c'est assez amusant de mon point de vue. Voici de nombreuses années, je me convertis à la théorie de Copernic. J'ai couché par écrit les nombreuses raisons qui me poussent à la préférer, ainsi que les réfutations des arguments opposés. Mais je n'ai encore rien osé publier. J'aurais, au conditionnel, certainement le courage de rendre publique mon opinion s'il y avait davantage de gens comme vous, fait-il à Galilée. Cependant, comme ce n'est pas le cas, j'éviterai de prendre position. Le temps qui me presse et mon désir de lire votre livre m'impose de terminer cette lettre en vous exprimant ma plus grande dévotion et ma volonté de vous aider de toute manière possible. Premier contact entre les deux hommes, donc Galilée et Kepler. Alors, cela étant, le jeune Kepler a maintenant 26 ans et il se marie, il épouse Barbara Müller. Ah, voilà, c'est ce que j'aurais dû vous montrer. Kepler a des moments de naïveté ou d'orgueil excessif, et l'un de ces moments d'orgueil, persuadé que sa découverte était vraiment extraordinaire, c'est d'avoir insisté auprès du duc à plusieurs reprises pour que celui-ci fasse faire en or et en argent un modèle physique de son idée des polyèdres emboîtés. Il y a donc un dessin qui a été fait par Kepler, mais le duc, l'archiduc, n'a jamais donné suite à sa demande. Alors voilà un portrait de Kepler jeune exécuté à la même époque. Et voici le portrait de sa première épouse, Barbara von Müller. Alors là, je quitte pour un bref moment Kepler. C'est important pour que vous appréciez des éléments de contexte qui vont avoir un effet énorme sur la carrière de Kepler, un effet absolument décisif. Ailleurs, quelque part en Europe, parce que je parle de Tycho Brahe, qui à cette époque-là a quitté l'île de Gved au Danemark, que le roi de Danemark avait donné à Tycho Brahe. Bon, Tycho Brahe se balade, va dans des universités, achète des instruments, mais enfin il a un assistant qui s'appelle Longomontanus. Il a d'autre part, lui, Tycho Brahe, fait des quantités de mesures très précises des planètes et de la planète Mars en particulier. Bon, ses autres assistants sont à peu près venus à bout des autres planètes, mais pour la planète Mars, son assistant Longomontanus, après des mois et des mois de travail, n'a toujours pas trouvé de solution satisfaisante. Et Tycho Brahe lit le Mysterium Cosmographicum et il se dit Kepler sera capable d'utiliser des données précises sur Mars
acquises au moyen de mes grands cadrans. Et Tycho Brahe, qui a aussi son orgueil, qui est grand, se dit « Kepler va m'aider pour démontrer que mon système à moi, Tycho Brahe, est supérieur à celui de Ptolémée et est supérieur à celui de Copernic. » Alors, qu'est-ce que le système de Tycho Brahe? En fait, c'est une petite variante du système de Copernic, dans lequel on respecte la tradition religieuse et ptoléméenne en ce qui concerne le mouvement du Soleil autour de la Terre, mais toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Donc le système de Copernic, en fait, a les mêmes avantages que le système de Tycho Brahe a les mêmes avantages que le système de Copernic. Et Tycho Brahe pense que Kepler va le satisfaire, satisfaire son orgueil en montrant que son système à lui est meilleur que celui de Copernic. Et évidemment, ça paraît naïf à des yeux modernes, mais c'est comme ça. L'année d'après le mariage, il y a un événement politique important, c'est que l'archiduc Ferdinand d'Autriche, qui exerce la suzeraineté sur la Styrie, est un catholique intolérant qui ordonne la fermeture de l'école protestante de Graz, où Kepler enseigne. Alors Kepler est connu de l'archiduc, il est connu du chancelier de l'archiduc avec qui il discute, mais malgré tout, si on ferme son école, ses revenus vont ne pas être maintenus. Et puis à peu près vers la même époque, mais je ne sais pas précisément quand, Kepler a eu un bébé, une toute petite fille, qui est décédée d'une méningite. Et pour obtenir l'autorisation d'inhumer son bébé, sa petite fille, selon le rite luthérien, parce que c'est luthérien et pas catholique, il doit payer une taxe. Donc l'environnement religieux devient mauvais. Et là, Kepler appelle son ancien maître au secours, Mestlin, et lui envoie une lettre dont je vous lis l'extrait suivant, parce que là aussi, il m'a paru vraiment intéressant. Voilà ce que je pense de Tycho. Il nage dans les richesses, mais il ne sait pas les exploiter de manière correcte, comme c'est le cas de la plupart des gens riches. Il faudrait donc essayer de lui soutirer ses richesses, et moi-même, modestement, j'ai joué mon rôle, en mendiant presque, pour que ces observations soient divulguées de manière sincère et complète. Donc on a là une situation de volonté de collaboration avec les éléments d'un formidable malentendu, parce que chacun a une attente vis-à-vis de l'autre, mais les deux attentes ne sont pas du tout bien apparues. Alors, les événements s'enchaînent de façon surprenante. En juin de la même année, Tycho Brahe, lui, est nommé mathématicien impérial par l'empereur Rodolphe II. Et Tycho Brahe a envoyé une nouvelle lettre à Kepler, l'invitant à le rejoindre, mais Kepler ne l'a pas reçu. Par contre, encore un événement imprévu, c'est bien pour un homme qui faisait des horoscopes. Kepler se dit, mon avenir est auprès de Tycho Brahe. Se disait, mon avenir est auprès de Tycho Brahe. Et là-dessus, il rencontre quelqu'un, le baron Hoffmann, qui lui dit, je vais partir en voyage pour aller à Prague. Et à ce moment-là, Kepler n'y tient pas, je vous accompagne, je vais à Prague. Il part le 1er janvier 1600, quitte Graz avec ce baron. Il arrive soit le 4, soit le 14 février, les quelques livres que j'ai ne sont pas d'accord entre eux, mais peu importe. Et il rencontre une première fois Tycho Brahe au château de Benatek, à 15 ou 20 km de Prague, où celui-ci réside. Quelques mots maintenant sur Tycho Brahe. Il était né nettement avant Kepler, en 1546. Il avait été enlevé par son père naturel, par un oncle qu'il a élevé. Il a été l'héritier de l'immense fortune de cet oncle, parce que c'était un amiral de la flotte danoise.
à la mort de l'oncle. Il a le nez coupé dans un duel parce que c'est un violent Tycho Brahe tout en étant astronome, mais comme il est riche, eh bien, il peut se faire mettre une prothèse en or et en argent. Donc il était connu comme l'homme au nez d'or. Le spectacle d'une éclipse partielle de soleil a déterminé sa vocation d'astronome. Là, il y a bien convergence avec Kepler, un moment décisif dans la formation d'astronome. Mais l'oncle, enfin, et la famille devaient compter sur lui pour faire des études de type diplomatique et devenir un grand personnage de l'État danois, faire une carrière politique. Il n'a pas dit non, mais il a fait un peu de ça, mais il a fait des acquisitions d'instruments d'astronomie toujours plus grands, et il a fait de très longues séances d'observation sur le ciel. Donc l'astronomie, c'était les 2 tiers de son temps pour lui. Et il a été rendu célèbre par une découverte, celle d'une nouvelle étoile sur le ciel dans la constellation de Cassiopée en 1572. Et là, lui aussi, il observait, mais il publiait. Il a publié un livre en latin, De Stella Nova, sur une nouvelle étoile. Et là, le monde savant apprend quelque chose. Le dogme d'Aristote de l'Antiquité, la voûte étoilée est immuable, tombe en miettes. Il s'agit d'une étoile dont la position est fixe sur la voûte étoilée et qui était invisible avant. Et puis, 5 ans plus tard, en 1577, ce même Tycho Brahe voit une comète et avec ses mesures, ses alidades, ses cadrans, il affirme que la distance entre la Terre et la comète de cette année-là est au moins 6 fois supérieure à la distance qui